L'arrestation de Malik fut brutale. Comme un coup de tonnerre après le calme trompeur. Les sirènes avaient hurlé dans le quartier comme un chant funèbre. Les voisins étaient sortis, les yeux pleins de stupeur. Aïda, pétrifiée, n'avait rien pu faire. Elle avait voulu parler, tout arrêter, hurler que ce n'était pas lui. Mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge, étranglés par la peur, la honte et l'écho de la voix d'Amadou, qui résonnait encore dans sa tête. « Tu parles, et je te détruis. » Trop tard. Malik ne résista pas. Il n'y eut ni cri, ni révolte. Juste un regard fixe, absent, dirigé vers un horizon invisible. Un regard vide. Celui d'un homme déjà condamné, non pas par la justice, mais par la vie. Au procès, Malik se mura dans le silence. Il avait compris, dans les yeux d'Aïda, que la peur l'avait déformé. Et il la comprenait. Lui aussi avait vécu dans cette peur-là. Celle qui broie, qui enferme. Alors il décida de se taire. Un silence comme ultime acte d'amour, point comme une manière de l'absoudre. Il ne regarda personne, pas même sa mère qui pleurait au fond de la salle. Le juge posa des questions. Les avocats plaidèrent. Et Malik? Il fixait ses mains, jointes, comme pour prier. Pendant ce temps, la vérité rattrapait Aïda. Amadou, maintenant sûr de son pouvoir, la dévoilait dans sa cruauté nue. Il n'avait plus besoin de masque. Les coups remplacèrent les promesses. Les menaces devinrent réalité. Elle fut enfermée, séquestrée. À bout, elle tenta de s'échapper par la fenêtre d'une chambre barricadée. Une nuit, profitant d'un instant d'inattention, elle fuit. Pieds nus. Sanglante. Tremblante. Mais libre. À la prison de Rebeuss, Malik sombrait. Il ne parlait plus. Il ne dormait plus. Le temps s'étirait comme un fil qu'on torture. Chaque jour se ressemblait. Réveil brutal, repas fade, regard hostile ou indifférent, le silence. Ce silence, il l'avait choisi, il l'avait tissé autour de lui comme une armure. Mais à l'intérieur, c'était un cri permanent. Il pensait à son frère, au petit Kader. Morte à cause de lui, il en était sûr. Si ce jour-là, il avait couru plus vite, crié plus fort, fait un autre choix. Mais non. Le passé ne se réécrit pas. Il s'est subite. Peut-être que c'est la justice, enfin. C'était la seule pensée qui revenait, comme une vague. La justice? Il en doutait. Mais c'était peut-être la seule manière de payer. De réparer. D'effacer ce qu'il avait laissé brûler. Et pourtant, au fond de sa cellule, quelque chose résistait. Une image. Le visage d'Aïda. Non pas celui du jour de l'arrestation, mais celui d'avant. Le vrai. Celui d'une jeune femme libre, rêveuse, capable d'aimer. Peut-être qu'un jour, elle parlerait. Peut-être qu'un jour, elle réparerait ce qu'on avait brisé en eux. Transition vers le chapitre 7. Mais dehors, les choses bougent. Aïda, enfin en sécurité, reprend courage. Elle découvre qu'elle n'est pas seule. Et elle décide de parler. De tout raconter. Le vrai procès commence. La vérité en éclats. Début développé. Dehors, le monde continuait de tourner, indifférent à la chute de Malik. Mais dans le silence après la tempête, une voix s'apprêtait à briser l'ordre établi. Aïda, hébergée temporairement par une association pour femmes victimes de violences, restait prostrée plusieurs jours. Son corps portait encore les traces d'Amadou, des bleus, des cicatrices, et une peur profonde incrustée dans la chair. Mais le plus abîmé, c'était son esprit. Elle ne dormait plus. Elle revoyait sans cesse les gestes d'Amadou, les cris, les nuits de menaces. Et les yeux de Malik au tribunal. Ces yeux qui ne l'avaient ni jugé, ni haï. Juste aimé. En silence. Elle s'était tue pour survivre. Lui s'était tu pour la sauver. Dans cette maison refuge, elle rencontra d'autres femmes. D'abord, elle ne leur parlait pas. Puis, peu à peu, leurs histoires l'atteignirent. Similaires. Pire, parfois. Elle disait tout haut ce qu'elle gardait enfoui. Une d'elles, une mère de 2 enfants, lui dit « Parler, ce n'est pas trahir. C'est exister. » Ces mots furent comme une gifle douce. Et une étincelle. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas seule. Un matin, Aïda se leva avant l'aube. Elle regarda son reflet dans un miroir fendu de la salle de bain commune. Ses yeux étaient fatigués, mais vivants. Elle prit une décision. Elle irait tout raconter. Pas pour se disculper. Mais pour que plus jamais Amadou ne puisse briser quelqu'un d'autre. Elle se rendit au commissariat, escortée par une bénévole. Sa voix tremblait au début, comme un fil prêt à se rompre. Puis elle parla. Longtemps. Tout.
Les manipulations. Les menaces. Les coups. Le piège tendu à Malik. La plainte contre lui qu'elle avait signée sous la contrainte. Son silence pendant le procès. Les policiers prirent note. Cette fois, on l'écouta. Puis, on la crut point l'engrenage de la justice se remit lentement en marche. Une nouvelle enquête fut ouverte. Les services de la police judiciaire contactèrent ses anciennes amies, d'autres victimes d'Amadou. Plusieurs témoignages concordants émergèrent. Les masques commencèrent à tomber. Et dans l'ombre humide de sa cellule à Rebeuss, Malik ignorait encore que le vent était peut-être en train de tourner. 1 an s'était écoulé. 1 an depuis l'arrestation de Malik. 1 an depuis le procès, son silence, sa condamnation. 1 an depuis la fuite d'Aïda, puis son témoignage. Et malgré tout cela, rien n'avait bougé. Le système restait figé. Indifferent. Le procès n'avait pas été rouvert. Le dossier avait été classé comme « clos, jugement définitif ». Trop tard, avait-on dit. Trop flou, trop complexe. La parole d'Aïda était devenue un écho dans un couloir vide. Mais ce matin-là, Aïda retourna là où tout avait commencé. La boutique. Petite, discrète, elle était restée fermée depuis des mois. Une fine couche de poussière recouvrait la vitrine. Le nom de Malik, effacé, ne laissait plus qu'une trace grise sur le bois usé. Pourtant, dès qu'elle en franchit le seuil, c'est comme si le passé se dépliait autour d'elle. Les étagères bancales, les livres jamais vendus, l'odeur de vieux papier, tout était intact. Figé dans le temps. Figé dans l'absence point, elle fouillait sans but précis. Peut-être cherchait-elle une trace de lui, un souvenir, un signe. Quelque chose. Dans un tiroir mal fermé, sous un tas de papier froissé, elle découvrit un vieux cahier. Noirci d'écriture fine, nerveuse. Des pensées. Des morceaux de vie. Et là, entre 2 pages cornées, une lettre. Non envoyé. Non signé. Mais de lui, forcément point Aïda. Si un jour tu lis ces mots, c'est que je n'ai pas eu le courage de te les dire. Tu crois sans doute que je porte la mort de mon frère sur mes épaules. Que c'est moi qui l'ai entraîné à cette manifestation. La vérité, c'est que je n'ai rien pu faire. C'est lui qui a insisté. Il voulait se battre pour quelque chose. Moi, j'ai juste survécu. Je n'ai pas su le retenir. Depuis, je me suis tue. Je me suis tue parce qu'il était meilleur que moi. Parce qu'il méritait qu'on se souvienne de lui comme d'un martyr, pas d'un gamin désobéissant. Je voulais que sa mort ait du sens. Alors je me suis inventé coupable. C'était peut-être plus facile de me haïr que de vivre sans lui. Quant à l'argent, je n'ai jamais fait ça pour moi. On m'a forcé. Des gens à qui je devais, à cause de Kader. Il avait emprunté. J'ai payé pour lui. Et j'ai continué, pour sauver ce qu'il restait. Pour payer le silence, les dettes, la peur. Mais toi, Aïda. Toi, tu étais la seule chose qui ne s'achetait pas. Aïda resta figée, la lettre dans les mains. Son souffle se coupa. Son cœur se serra. Les larmes jaillirent, brûlantes. Elle comprenait, enfin, tout ce qu'elle n'avait jamais su. Tout ce qu'il avait porté seul. Sa culpabilité n'était qu'un masque. Une croix volontaire. Un sacrifice. Elle s'effondra dans la boutique, au milieu de ces fragments de lui. Elle pleura son silence. Elle pleura sa trahison. Elle pleura le système qui l'avait enfermé et les années qu'il perdait à cause de la peur, des mensonges, de l'injustice. Demanda une révision du procès. Mais tout était verrouillé. Le système judiciaire, trop lent, trop lourd, opposait des murs administratifs à sa détermination. Une lettre? Pas une preuve. 1 an après? Trop tard. Un nouveau procès? Seulement en cas d'éléments nouveaux et déterminants. On lui parlait comme si la vérité avait une date de péremption. Comme si la justice avait peur de se contredire. Mais Aïda ne renonça pas. Cette fois, elle n'était plus la victime. Elle était devenue témoin. Porteuse de mémoire. Et elle savait que même si le système refusait de l'entendre, elle trouverait un autre chemin. Début développé. Alors, elle prit une décision. Ce matin-là, Aïda n'avait pas dormi. Les cernes sous ses yeux étaient autant de cicatrices que de promesses. Elle avait relu la lettre de Malik une dizaine de fois, chaque mot lui coupant un peu plus le souffle, mais nourrissant sa détermination. Puisque la justice officielle restait sourde, elle allait créer une autre justice. Pas celle des tribunaux. Celle de la mémoire. De la vérité partagée. Le premier geste fut instinctif. Elle photographia la lettre. Pas entière. Juste des morceaux. Les phrases les plus brûlantes. Les plus humaines.
Puis, elle ouvrit son compte sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait plus utilisés depuis des mois. Elle y posta ses extraits, accompagnés d'un message. Il a choisi le silence pour protéger. Moi, aujourd'hui, je choisis la parole pour réparer. Son nom est Malik. Condamné injustement. Blanchi trop tard. Voici la vérité qu'on ne voulait pas entendre. En quelques heures, les premiers partages arrivèrent. Des anciens amis. Des inconnus. Des journalistes. Certains se souvenaient de l'affaire. D'autres découvraient. Tous étaient frappés par l'authenticité de ces mots, par cette voix oubliée qu'on ressuscitait. Puis vinrent les messages privés. De soutien. D'indignation. De témoignages. Une femme écrivait, « Mon frère aussi a été emprisonné à tort. On ne nous a jamais cru. » Un ancien camarade de Malik, il nous protégeait tous. Je n'ai rien dit à l'époque. Je m'en veux. Aïda n'était plus seule. Elle créa une page dédiée, #Justice pour Malik. Elle y posta les éléments du dossier, la lettre entière, son propre témoignage, les incohérences du procès, l'inaction des autorités malgré ses démarches. Elle ne voulait pas faire de Malik une victime. Elle voulait en faire un symbole. Très vite, la page devint un espace d'expression. Des mères, des sœurs, des amis laissés de côté par le système vinrent y raconter leurs histoires. Malik devenait le visage d'un mal plus vaste, celui d'une justice sélective, lente, aveugle parfois point puis, un collectif naquit. Spontanément. Autour d'elle. Des avocats engagés, des journalistes d'investigation, des militants des droits humains. Tous comprirent que cette affaire n'était pas isolée. Et tous virent en Aïda non pas une femme fragile, mais une force tranquille, tenace, portée par un amour qui avait traversé la honte, la peur et la perte. Un média local accepta de publier une tribune. Aïda l'écrivit d'une traite, le cœur battant, Malik n'a jamais été un criminel. Il a été un frère qui a porté une culpabilité qui n'était pas la sienne. Il a été un homme réduit au silence par loyauté. Il a été un bouc émissaire dans un monde où la vérité dérange. Aujourd'hui, nous exigeons une révision de son procès. Nous exigeons qu'on entende ce qu'il n'a jamais dit. Le lendemain, le nom de Malik figurait dans les tendances nationales. Les réseaux vibraient. Les journalistes demandaient des interviews. Une pétition fut lancée. En 2 jours, elle récolta plus de 50 000 signatures. Et pendant ce temps, derrière les barreaux de Rebeuss, Malik n'était au courant de rien. Il vivait toujours dans le silence. Toujours muré. Jusqu'à ce qu'un gardien lui glisse un mot, un matin. « C'est toi, le gars des réseaux ? Y a tout un pays qui parle de toi dehors. » Le retour de flamme, Ousmane contre Ousmane. Les jours qui suivirent furent troubles. Aïda, rongée par la culpabilité, errait dans leur ancien appartement vidé, les murs encore chargés de leur passé. Malik, lui, avait disparu. Après le piège d'Amadou, les dernières images qu'on avait de lui étaient celles d'un homme fuyant dans la nuit, traqué, sali, brisé. Mais les vérités ont parfois des alliés inattendus. Un scandale politique éclata, comme un coup de tonnerre au sommet de l'État. Ousmane, l'ancien mentor de Malik devenu son pire ennemi, fut rattrapé par une vieille affaire de corruption. Des documents fuitèrent. On parlait d'achat de terrains illégaux, de détournement, d'intimidation politique. Et dans ce flot de preuves, un nom ressurgit, Malik Sagna. Mais cette fois, pas comme coupable. Un journaliste d'investigation retrouva dans les archives une lettre manuscrite que Malik avait envoyée à l'époque, dénonçant des malversations. Lettre restée sans suite. Puis vinrent les écoutes. Parmi les enregistrements subtilisés par Amadou, et désormais entre les mains des enquêteurs, figuraient des échanges où Ousmane ordonnait des menaces, parlait des « écraser l'insolent de Saint-Louis ». Malik, loin d'être complice, avait été une victime, un témoin gênant que le système avait voulu faire taire. Aïda, bouleversée, se présenta spontanément à la police. Elle raconta tout, sa peur, sa manipulation par Amadou, son erreur d'avoir douté de Malik. Les enquêteurs, déjà en possession de nombreux éléments, validèrent son témoignage. Elle fut blanchie, mais resta meurtrie. Quant à Amadou, il fut arrêté sans ménagement. L'homme, qui se croyait intouchable, fut confronté à ses propres pièges. En enregistrant Malik pour le détruire, il avait surtout capté les preuves de ses propres menaces et extorsions. Il tenta de négocier, mais le vent avait tourné. Et Malik, lui, il réapparut enfin, un matin gris de Saint-Louis. Amaigri, fatigué, mais digne. Son nom avait été lavé. Il avait refusé les interviews, les caméras, les excuses publiques. Il ne cherchait ni gloire ni vengeance. Seulement la paix. Mais une dernière confrontation l'attendait encore. La libération, mais quel avenir ?
3 ans passèrent. L'affaire Ousmane secoua le pays pendant des mois, puis comme toutes les tempêtes politiques, elle s'effaça peu à peu du tumulte médiatique. Mais pour Malik, le temps n'avait pas guéri. Il s'était contenté de passer. Il sortit de prison un matin de juillet, par une chaleur sèche qui faisait craqueler les murs. Il ne portait rien d'autre que les vêtements froissés qu'on lui avait rendus, et dans son regard, il n'y avait ni haine, ni joie. Juste un vide immense. Amaigri, les tempes blanchies, il marcha seul jusqu'à la gare routière. Aucun comité d'accueil. Il l'avait refusé. Les amis de jadis n'avaient pas insisté. Quant à Aïda, elle avait écrit, souvent. Elle était venue le voir. Mais à chaque fois, il disait non. Même son nom, il ne voulait plus l'entendre. Installé dans un petit studio à la périphérie de Saint-Louis, Malik vivait en silence. Il refusait les interviews, les offres d'écriture, les demandes de réhabilitation publique. Son seul luxe, une vieille radio qu'il allumait certains soirs, pour écouter des voix qu'il ne connaissait pas. Mais Aïda n'avait pas abandonné. Elle revenait parfois dans le quartier, comme une ombre douce. Elle déposait une lettre sous sa porte, un petit pain chaud, ou simplement une rose fanée. Il ne répondait jamais. Un jour, pourtant, il la laissa entrer. Juste une fois. Il ne dit presque rien. Elle parla longtemps, en larmes. Elle demanda pardon, tenta d'expliquer l'impensable, l'amour, la peur, la manipulation, la solitude. Il la regarda sans colère, mais sans tendresse. Avant qu'elle parte, il lui tendit une lettre, pliée avec soin. Aïda, je ne suis plus celui que tu as connu. Il y a des blessures qui ne se ferment pas, même avec l'amour. Tu m'as trahi, même si c'était par amour. Tu as ouvert la porte. Je ne t'ai pas. Mais je ne peux plus te suivre. Va là où ton cœur bat encore. Ne reviens pas. Malik. Le lendemain, Aïda quitta le Sénégal. Un ami proche de Malik raconta plus tard qu'elle était partie en Italie, dans une petite ville côtière, où elle avait commencé à travailler dans une bibliothèque municipale. Elle disait vouloir réapprendre le silence, apprendre à aimer sans abîmer. Mais avant de partir, elle déposa une photo, discrètement, sur la devanture fermée de la boutique de Malik. C'était une vieille image, jaunie par le temps, eux deux, riant au bord du fleuve, bien avant les mensonges, les pièges, les chutes. Personne ne sut si Malik la récupéra un jour. Mais une nuit, un passant affirma l'avoir vue devant cette photo, debout, immobile, sous la lumière tremblante d'un lampadaire. Il ne pleurait pas. Mais il avait la main posée contre la vitre. L'épilogue, les cendres du pacte. Saint-Louis, 10 ans plus tard. Le quartier de Sort a changé. De nouvelles boutiques ont remplacé les anciennes, et les murs portent des couleurs fraîches, comme si la ville avait voulu repeindre ses souvenirs. Un matin de novembre, un petit garçon de 7 ans observe sa mère qui, accroupie, peint lentement la devanture d'un ancien commerce. Il y a du bleu clair sur ses doigts, un reste de poussière dans ses cheveux bouclés, et sur le trottoir, une vieille photo encadrée est posée contre le mur. Sur la photo, un homme regarde l'objectif, sérieux, presque grave. À ses côtés, une femme sourit, lumineuse. L'homme, lui, ne sourit pas. Le garçon s'approche. « Maman, pourquoi le monsieur sur la photo, il sourit pas ?» La femme ne lève pas les yeux tout de suite. Elle termine un trait de pinceau, souffle un peu, puis s'assoit à côté de lui. Son regard se perd dans la photo, dans ce qu'elle représente, dans ce qu'elle cache. Parce qu'il a trop aimé. Et qu'on l'a trop trahi. L'enfant fronce les sourcils, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose de trop grand pour lui. Il s'appelait comment? Elle pose une main sur sa tête, doucement. Comme toi. Il s'appelait Malik. Le petit garçon sourit, fier de partager ce prénom, sans en deviner encore le poids. Il se redresse et court un peu plus loin, rejoindre d'autres enfants qui jouent avec un vieux cerf-volant déchiré. Aïda reste seule. Le vent de Saint-Louis lui caresse le visage. Elle ferme les yeux un instant. Elle ne sait pas exactement pourquoi elle est revenue. Elle a dit que c'était pour son fils, qu'il devait connaître ses racines. Mais au fond d'elle, elle sait, elle est revenue parce que certains fantômes n'ont pas de frontières. Elle n'a jamais revu Malik. Certains disent qu'il est parti au nord, d'autres qu'il a fini sa vie dans un petit village, retiré du monde. Personne ne sait vraiment. Mais ce qu'elle sait, elle, c'est qu'il a changé sa vie. Et que ce qu'ils ont perdu ensemble a laissé une marque plus durable que l'amour lui-même. Alors elle repeint sa boutique. Elle reprend la vie. Pas celle qu'ils avaient rêvée, non. Une autre. Plus modeste. Plus silencieuse. Mais chaque matin, elle ouvre les volets sur cette photo, toujours là, sous le verre, un peu effacée mais debout. Et chaque soir, elle serre son fils dans ses bras. Et dans ce prénom qu'elle lui a donné, Malik,
elle se rappelle que même les cendres peuvent garder la chaleur d'un feu ancien.